Dernière partie de Bismart, François Mickey-Marty qui va nous accompagner. Bonjour François. Bonjour. Président du groupe Temps Nouveau. Alors c'est un bouquin qui en fait était sorti bien avant d'ailleurs les vacances. Oui, voilà, c'est ça, en novembre. Mais bon, voilà, les choses sont ainsi faites. Voilà, on le voit là. Réinventons le progrès. Et alors, pour le coup, on est en plein dedans avec cette histoire de vaccin. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, mais d'ailleurs, c'est un projet dont on avait déjà parlé autour de la 5G ensemble, François. Qu'est-ce que tu veux faire autour de ce réinventons le progrès et de la façon dont notre pays regarde la science et la vérité scientifique? Dit comme ça, la question est très vaste. Mais le défi, et c'est ça qu'on veut faire, le défi lui-même est très important. C'est-à-dire pour poser les choses, on a à la fois de manière tout à fait inédite une vague d'innovation technologique qui arrive, qui a commencé bien évidemment avec la 5G, Internet des objets, intelligence artificielle, mais qui va se déployer dans les années qui viennent, accélérer. Et en même temps, on a des sociétés qui sont de plus en plus fracturées, de plus en plus divisées, avec une partie des gens qui disent oui, tout ça est très bien, et une autre partie qui disent ça, on n'en veut pas. Et donc, on se trouve dans une configuration, d'où toute notre réflexion, qui est un livre collectif. J'insiste sur avec des auteurs d'horizons extrêmement différents, précisément pour essayer de penser les choses de manière globale. Qu'est-ce qu'on va faire dans les années qui viennent en termes économiques, en termes politiques, en termes de société, dans un monde où on va avoir de l'innovation technologique accélérée, et dans un monde où on a des sociétés qui disent pour certains, c'est très bien, et pour d'autres, on n'en veut à aucun prix. Et je pense qu'on est à l'orée, on parlait tout à l'heure du début de la 5G, on est au début de ce que l'on va voir dans les années qui viennent. C'est-à-dire qu'au fond, on a un enjeu qui, pour une fois, est véritablement une question de progrès au sens plein du terme, certains disant, le progrès sauvera le monde, c'est de l'innovation technologique, et les autres disant, les progrès, ton progrès n'est pas mon progrès. Voilà. Et cette scission-là, elle est quasiment sans précédent depuis le XVIIIe siècle. Et même le progrès détruit le monde, en fait. Bien sûr. Oui, voilà. Bien sûr. Le progrès. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, depuis le début de cette pandémie, c'est à une intensification des clivages. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent, pour sortir de la crise, il faut accélérer l'innovation technologique, et d'autres qui disent, au contraire, nous avons fait une erreur de modèle de société, de modèle économique, il faut donc éventuellement ralentir, inventer autre chose, chercher l'harmonie avec la nature, etc., etc. Et puis je vous passe les détails, c'est-à-dire qu'on a en réalité une trentaine de groupes sociaux avec des avis différents, certains étant plus conservateurs, certains... Oui, parce qu'à la limite, ces deux éléments-là ne sont pas forcément incompatibles. Entre poursuivons, enfin, ou en tout cas respectons la science et essayons de trouver un nouveau modèle de développement. Enfin, il n'y a pas une opposition frontale. Les oppositions, elles sont plus dans ceux qui, en fait, refusent finalement les conclusions de la science. C'est ça, aujourd'hui, oui, François Oui, refuse les conclusions de la science, refuse la technologie pour la technologie, refuse aussi l'idée de la raison. C'est-à-dire, au fond, on parle beaucoup des visions un peu complotistes. Oui, mais alors, pardon, mais enfin, excuse-moi. Oui, non, mais au contraire. Mais tu mélanges le truc. Est-ce qu'on peut dire la course technologique, est-ce que parce que je refuse la course technologique, je refuse la raison scientifique? Non, pas forcément, c'est deux choses différentes. Ah oui, on est d'accord. Pas forcément. C'est deux choses différentes. Le point de référence, si je puis me permettre, est un point très ancien, c'est Condorcet. Nous sommes en 1795. Mais j'adore ça, allons-y, voilà. allons-y. Non, mais Bismart est faite pour ça. Voilà, Condorcet, dans son tableau sur les progrès de l'esprit humain, il dit qu'est-ce que ça va être les siècles qui viennent. Il dit il va y avoir trois choses fondamentales. Il va y avoir le progrès de la raison, de la science et des arts. Et tout ça, dans son esprit, fait une seule chose. Le progrès des relations entre les gens. Et le progrès de chacun avec sa culture, sa formation, etc., etc. Et donc, pour lui, toutes ces composantes ne font qu'un. À la fois la science, les découvertes technologiques, la culture, la société, tout ça ne fait qu'un. Et aujourd'hui, de plus en plus, on est sur des voies divergentes. Donc, au fond, ce grand package, qui était le package des Lumières, d'une certaine manière, tout à fait. où on allait pouvoir... Alors, ensuite, il y a eu des oppositions. On voit bien les marxistes, etc., contre l'accélération du progrès dans les années... Oui, mais globalement, jamais, on avançait. Et les marxistes, au contraire, étaient très scientifiques. Exactement, mais bien sûr. Mais tout à fait. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, ça part dans toutes les directions, avec de multiples diffractions. Donc, la question qu'on pose dans ce livre et à laquelle on essaie d'apporter des éléments en réponse, c'est que faire, comme dirait Lénine, puisqu'on parle beaucoup de Marx, sur Bismart. Tu parles, j'ai adoré ce terme de concurrence de mode de vie. Oui. Ça nous semble essentiel. C'est-à-dire que l'un des arguments pour aller vite, par exemple sur la 5G, mais on l'a vu sur d'autres sujets, consiste à dire cette innovation technologique ne me convient pas parce qu'elle ne correspond pas à mon mode de vie, c'est-à-dire à ce dont j'ai envie pour mes enfants. On le voit sur de multiples sujets, on le voit aussi sur les éoliennes, on le voit sur d'autres questions. Donc il ne s'agit pas uniquement d'un refus qui est
qui serait une perplexité face au début de l'innovation. On sait que quand on a des débuts d'innovation technologique, on a toujours des gens qui sont un peu perplexes, qui se disent que c'est que ce truc-là, etc. Là, on n'est pas uniquement dans de la perplexité. On est dans de l'opposition beaucoup plus radicale, qui consiste à dire, quand je me projette dans ce que je souhaite pour moi et pour mes enfants, ces innovations-là, je n'en veux pas. Ça menace mon mode de vie. Voilà. Or, elles s'imposent à nous, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire, la 5G, elle s'impose à vous. Voilà, vous pouvez ne pas prendre le forfait, mais enfin, elle sera là. Voilà, dans votre environnement, avec l'énergie qu'elle... d'accord, je comprends. Exactement. Et c'est là qu'il y a concurrence entre les modes de vie. Les gilets jaunes, c'est un peu ça. C'est-à-dire quand on imagine de nouvelles fiscalités... Si. Ouais, on y a tout mis alors dans les gilets jaunes. Non, mais quand on imagine de nouvelles fiscalités, il y a des gens qui disent, attendez, moi, cette évolution-là, je n'en veux pas. On avait parlé il y a quelque temps des réactions face au développement des véhicules autonomes aux États-Unis. Alors on en a un peu parlé dans les médias de manière générale. Moi, ça m'a fasciné. Lorsque Google Car, c'est Waymo aux États-Unis, a testé des véhicules autonomes pour les premières fois aux États-Unis il y a 2 ans, il y a des gens qui sont sortis de chez eux avec des fusils et qui ont tiré à balles réelles sur ces véhicules autonomes. Pourquoi? Non, mais c'est l'Amérique, ça, les mecs, ils sont capables. Mais non, c'est pas l'Amérique, c'est très intéressant. Parce que ce sont des gens qui ont un imaginaire de liberté, d'autonomie, de cow-boy et qui, au fond, veulent conduire eux-mêmes leur véhicule. Et ce truc-là, ils n'en veulent pas. Donc, on va au CES de Las Vegas et tout le monde sort de là en disant c'est formidable, le véhicule autonome, c'est l'avenir. Waymo teste, pour des raisons en réalité d'efficacité technologique, le fonctionnement de la chose et on a des groupes sociaux qui le rejettent de manière forte. Donc la question, c'est comment on fait à l'avenir pour fédérer, pour tisser des liens entre des publics qui ont de plus en plus des aspirations, des visions du monde qui sont divergentes. Comment on fait ? Alors, on le fait de 3 manières. il y a toujours 3 manières. On sent la formation universitaire, mesdames, messieurs. Voilà. Donc, la première, je pense, c'est d'imaginer peut-être un peu au-delà de tout ce que... de nos schémas de mentaux un petit peu habituels. Aujourd'hui, lorsqu'on fait des sondages auprès des Français, avec Via Voice, on réalise un certain nombre d'études d'opinion. Les aspirations, elles sont extrêmement larges pour le devenir de l'humanité. C'est à la fois, bien sûr, les questions des progrès médicaux, c'est aussi la lutte contre la faim dans le monde. On n'en parle plus aujourd'hui, la faim dans le monde, mais enfin, ça existe encore. La question de la lutte contre les guerres, etc. Donc des visions qui soient, et bien sûr sans parler de cette question climatique qui nous préoccupe tous, mais au fond, une vision assez large. C'est la première chose. La deuxième chose, qui est, à mon avis, la chose véritablement essentielle, c'est tisser des liens reliés. C'est-à-dire, c'est ce qui n'a pas été fait avec la 5G. Au fond, ne pas présupposer, lorsqu'on lance une innovation technologique, qu'elle va fonctionner d'elle-même et qu'elle va se répandre par la seule force de son élégance et de son expérience utilisateur. Ça marche, l'expérience utilisateur, c'est très important. Mais aujourd'hui, je crois que ça ne suffit plus et dans les années qui viennent, ça ne suffira de moins en moins. Donc, il faut hybrider les visions. Dès le début, lorsqu'on conçoit une innovation technologique, se dire, elle est très bien cette innovation technologique, il y a des publics auxquels ça va parler, mais d'autres peut-être auxquels ça parlera moins. Et donc, comment on peut imaginer d'autres chemins ? Sur ce sujet-là, parce que, en fait, c'est en faisant comme ça sur le vaccin qu'on arrive à la catastrophe face à laquelle on est aujourd'hui, François. Je ne suis pas sûr du tout. C'est-à-dire que sur le vaccin, on dit ça ne va pas assez vite, et puis souvent on dit ça ne va pas assez vite. On dit, c'est ça va pas assez vite, c'est un fait objectif. Et on dit ça ne va pas assez vite parce qu'on a eu une part de frilosité envers un certain nombre de publics. Bon, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet est de dire comment on parle à tout le monde en même temps. Le sujet n'est pas de dire on rase les murs parce qu'on a peur de susciter des oppositions ou des tollés ou des incompréhensions. Le sujet est de dire quels arguments on peut trouver, comment on peut parler autrement en essayant de comprendre les motivations des gens. Dans les anti-vaccins, il y a toute une série d'arguments qui sont extrêmement différents. Il y a des visions radicales, et celles-là, j'ai peur qu'on ait beaucoup de mal à les combattre. Mais il y a 10-12% de la population. Oui, 10-12% de la population. Mais il y a des gens qui sont tout simplement sceptiques et qui, au fond, ont envie qu'on leur donne des arguments pour leur dire, voyez, ça a été testé aux États-Unis, ça a été réalisé concrètement, le vaccin a été appliqué aux États-Unis auprès de centaines de milliers de personnes, maintenant en Allemagne, bientôt en Angleterre. Ça fonctionne et il n'y a pas de gens malades. Donc, ce sont des gens qui ont un besoin d'être convaincus. Donc, la question n'est pas est-ce qu'on privilégie tel public ou tel autre public? Est-ce qu'on va très vite ou est-ce qu'on ne va pas vite? La question est celle des arguments qu'on utilise. Et qu'est-ce qu'on raconte pour faire... C'est comme un peu dans une famille. Si on veut partir tous en week-end ou en vacances, il faut pouvoir convaincre son conjoint, sa conjointe, les enfants, etc. Ah oui, non, mais ça peut se faire. Ça peut se faire. Mais non, parce que tu es face à l'urgence. En fait, le sujet de la technologie aujourd'hui, c'est quand même un sujet d'urgence. C'est un sujet de concurrence mondiale. C'est un peu. On parlait tout à l'heure de fiscalité avec Nicolas Marquez et la concurrence mondiale fiscale, elle est là. Et les décisions fiscales que vous prenez sont analysées en temps réel, avec parfois des dégâts considérables sur les investissements pour les entreprises françaises, par exemple. Il en est de même en ce qui concerne la technologie. Est-ce que tu as encore le temps de réfléchir, de consulter? Eh bien, tout à fait. Cher Stéphane Soumier, je vais te faire une confidence. Si l'on prend les 2 exemples, la 5G et les vaccins. Ouais. La 5G, ça fait des années qu'on sait qu'on va avoir des oppositions, etc., etc.
on a fait semblant de découvrir au mois de septembre dernier en France. Bon, et les vaccins, c'est un peu la même chose. Les enquêtes sur les vaccins, sur l'acceptabilité des vaccins, de manière générale, puis des vaccins sur le Covid, moi j'en ai vu passer au mois d'août l'année dernière, donc ça tombe pas du ciel. Je fais le pari qu'entre le mois d'août, mettons le mois de septembre pour être gentil, et le mois de décembre, il est possible de réunir des gens, d'essayer de trouver des arguments communs et d'essayer de parler au plus grand nombre. Plutôt que de se dire, soit on va très vite, soit on ne va pas vite. Je pense que c'est une question de discours et d'argumentation. Et je pense que c'est là où le bas blesse, c'est qu'on ne veut pas voir ça. Au fond, on a du mal à accepter la diversité des publics et au fond, à construire un discours. Pour construire un discours, certes, on peut prendre des années, mais enfin, ça peut se faire aussi en un mois ou deux. Oui, je comprends. Voilà. C'est-à-dire que ton sujet, c'est, en fait, on continue à se dire, mais de toute façon, c'est tellement génial que tout le monde va comprendre et que ça va s'imposer par soi-même. Exactement. Voilà. Et qu'on n'a pas besoin de... Mais alors, ça veut dire aussi, parce que, et ça aussi, ce serait au cœur quand même d'un certain nombre de sujets qu'on a, ça veut dire qu'il faut, et là, moi, je vais prononcer le mot avec un infini respect, il faut des techniques marketing. Quand tu me parles là de réunir des gens et tout, c'est faire des focus group et échanger et tester des arguments et voir ce qui résonne pas. Bref, il faut faire du marketing. Il faut écouter et se dire... Alors, il faut faire bien sûr du marketing, il faut faire des focus group, tout ça est très bien. Il faut écouter dans la durée, suivre dans la durée et se dire que sa propre conviction n'est pas la conviction de tout le monde. Et donc chercher des arguments pour ça. Ça se construit dans un aller-retour permanent entre les publics, la diversité des publics et puis... ce que soi-même on cherche à promouvoir. Je me souviens en novembre, on parlait de novembre quand le livre est sorti. En novembre déjà, on parlait du refus de l'acceptation des vaccins. En novembre. Mais là, il y a eu une tonne d'études à ce moment-là. En novembre, on disait déjà, il y a eu des courbes, faisons-nous des confidences. Il y a eu depuis novembre des sondages hebdomadaires de suivi de l'acceptabilité des Français sur la question des vaccins. Bon, on n'est pas sur la Lune. Bon, entre novembre, début novembre et début janvier, il me semble qu'on a le temps de travailler un petit peu et de se dire comment on peut faire pour trouver, au moment où le vaccin sort, des arguments qui puissent convaincre le plus grand nombre et puis ensuite travailler dans la durée. C'est au fond, l'idée est que l'acceptabilité ne va pas de soi. L'enjeu essentiel, je parle des vaccins, mais ça s'applique à tous les sujets. Moi, c'est mon métier depuis 20 ans. Ça y est, voilà que je m'emballe, je vais raconter ma vie. Vas-y. En 20 ans, l'acceptabilité sur la plupart des sujets a régressé. C'est-à-dire, quelle que soit l'idée que l'on lance, quelle que soit la chose que l'on fasse, si je viens sur Bismarck, je dis j'ai une idée géniale, instantanément, vous allez voir les 3/4 des gens qui vont dire mais qu'est-ce que c'est cet abruti, son idée est complètement ridicule, etc. Bon. Et voilà. Ça veut dire que ça va plus loin que le progrès, François. Ça veut dire qu'au contraire, ce qui est au cœur de tout ça, c'est l'idée d'acceptabilité avec des publics différents. Et donc, ce qui est exactement ça, c'est l'idée du progrès. C'est-à-dire, au fond, donc ça veut dire progrès quoi ? Veut dire on rassemble tout le monde ensemble. Ça veut dire que la société s'est davantage fractionnée en 20 ans. Voilà, exactement. La société s'est fractionnée. Et ne se réunit que dans le refus des élites, ce qui ne nous arrange pas pour porter un discours. Pire que ça, dans le refus du voisin. On a fait une magnifique étude il y a 2 ans pour Manpower sur la fragmentation de la société française. Ce n'est pas uniquement une question de fragmentation. L'idée, quand on dit aux gens à quel groupe social appartenez-vous, donc ils se positionnent en une trentaine de groupes, les gens. Alors, des conservateurs, des traditionnels, des écolos radicaux, etc., tout ce qu'on veut. Bon. Et si on leur dit ensuite, et dans les années qui viennent, de quel groupe souhaitez-vous véritablement vous rapprocher, ils souhaitent se rapprocher d'eux-mêmes et certainement pas du voisin. Donc c'est ça qui est fascinant, c'est pas uniquement un rejet de l'élite, c'est un rejet de l'autre parce que l'autre me permet de me constituer. Donc il y a une forte chance pour que si je m'appelle Stéphane Soumier, je m'appelle François Miquet-Marty, les gens qui regardent vont se dire, mais non, je suis absolument pas d'accord avec lui, parce que ça va me permettre de me constituer. C'est ce truc-là qui est délétère. Et il faut absolument revenir d'une certaine manière à notre ami Condorcet en 1795 pour trouver des éléments qui puissent être un petit peu fédérateurs. Mais alors tu m'amènes sur un autre terrain finalement où je ne pensais pas aller. Ça veut dire que j'ai toujours considéré moi que c'était soufflé dans un pipeau toutes les histoires sur l'identité nationale, sur encore là le discours d'Emmanuel Macron sur qu'est-ce qu'être français, le génie français, machin, etc. et tout. Ça veut dire que c'est ça aussi qu'il faut travailler, François ? Il nous reste 2 minutes. Oh là 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 là. Quand je te vois prendre ton élan, c'est ça, je suis impressionné. Il nous reste 2 minutes. Le projet des Républicains de la Troisième République était indissociablement éducatif, économique. On va chercher des idées nouvelles, on va essayer de faire avancer la France, le train, etc. Les machines à vapeur, tout ce qu'on veut, et social, et culturel. Et c'est ce truc-là qu'on a totalement perdu. C'est-à-dire que toutes les galaxies se sont dissociées, et aujourd'hui, alors ça relève de la responsabilité des politiques, sans doute, ça relève aussi de la responsabilité des entreprises, c'est-à-dire au fond avoir conscience que l'autre est différent et que pour le convaincre, il faut utiliser des arguments différents, ça relève d'une responsabilité collective au fond. Donc c'est véritablement des projets à la fois économiques, mais aussi sociétaux, éventuellement politiques pour ceux qui aiment ça, mais c'est une pensée globale qui est nécessaire aujourd'hui. Je ne sais pas si ça fait 2 minutes. C'est quoi ? Mais souvent quand on dit, en fait la perception de 2 minutes est la perception la plus complexe.
Parce que 2 minutes, on a quand même le temps de dire pas mal de choses en 2 minutes. Et chacun se dit, ah mon Dieu, 2 minutes, c'est trop court. Non, mais ce sont les hommes de bonne volonté. Voilà, hein, c'est ceux-là qu'il faudrait retrouver quand tu parles des hussards noirs de la République. J'ai appris d'ailleurs, l'histoire des vaccins m'a permis de... Parce que au pays de Pasteur, et j'ai appris que Pasteur, je ne savais pas du tout, moi, a été traîné en justice pour exercice illégal de la médecine. C'est-à-dire qu'au pays de Pasteur, Pasteur a bien failli finir en prison avec ses histoires de vaccins parce qu'il n'était qu'un pharmacien, quoi. Bon. Oui, et puis on est dans une... Alors Étienne Klein, parmi les auteurs du livre, Étienne Klein qui est spécialiste du progrès, dit des choses merveilleuses là-dessus. On raisonne, l'un des problèmes auxquels on est confronté est que le progrès au sens technologique, entrepreneurial du terme, est de plus en plus associé à l'idée d'emprise. Emprise sur la nature, emprise sur les gens, bien évidemment, avec Internet et toutes ces choses horribles là. Et donc l'idée, c'est comment on abandonne cette idée d'emprise et comment on bascule vers quelque chose où, au fond, on est plus gagnant-gagnant que dans une logique d'emprise. François, là, ça fait même pas encore 2 minutes, tu te rends compte? Encore ouais. François Mickey-Marty était notre dernier invité sur Bismarck, les amis. Ah, il n'y a plus Bismarck, c'est fini. Bismarck, l'émission. Ah, pardon. Avec un E. Pardon. Enfin, même moi, j'ai mis un moment à comprendre. Et nous, on se retrouve demain.